Le roi Arthur, Michael Morpurgo, chapitre 4. Je regrette que tu n'aies pas été là le jour où Guenièvre arriva à Camelot pour devenir ma reine. Lorsque sa haquenée monta la route du château, tous les gens du village sortirent en courant de chez eux pour l'accueillir. Une haquenée est un cheval que les dames montaient souvent, notamment pour la promenade. Donc il n'avance pas très vite. Il lançait des fleurs sous ses pas, il l'acclamait, il l'applaudissait. Et moi je la regardais approcher du haut des remparts, le cœur battant d'amour et d'impatience, d'espoir et de bonheur. Je me souviens qu'elle attrapa une fleur au vol. C'était une digitale. Elle l'agita en signe de salut, et les acclamations redoublèrent. Il l'aimait déjà. Il suffisait de la regarder une fois pour être obligé de l'aimer. Je m'étais répété 100 fois les paroles de bienvenue que je prononcerais à son arrivée. Mais quand nous fûmes face à face dans la cour du château, ma langue se bloqua, et je restais quoi? Rester quoi signifiait rester silencieux, muet. Alors elle me tendit sa digitale, et le sourire dont elle l'accompagna me mit aussitôt à l'aise. Pendant la semaine qui précéda le mariage, nous sortîmes ensemble à cheval le plus souvent possible. C'était la seule façon de nous isoler, car Camelot s'emplissait chaque jour davantage d'invités venus des quatre coins du pays. Il y avait des têtes que je n'avais jamais vues, des parents dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais pas encore rencontrés. Durant cette courte semaine, avant les noces, Guenièvre et moi apprîmes à nous connaître en nous ouvrant nos cœurs. Elle ne me cacha rien. J'en eus l'intime conviction. Je ne lui cachai rien, en dehors de la flétrissure de la fameuse nuit de Caerleon et la promesse que j'avais rompue. Ce qui est flétri, c'est ce qui est abîmé. Ici, vous vous souvenez, Arthur a trahi sa promesse à Guenièvre en passant la nuit avec une autre femme. Nous bavardions jusqu'à une heure avancée de la nuit, quand le château était silencieux. Je remarquai que Bercelet m'ignorait maintenant complètement. Il se couchait aux pieds de Guenièvre et la dévorait des yeux avec adoration. Vous allez vous moquer de moi, mais cela me rendait presque jaloux. Jaloux pour la première fois de ma vie, et d'un chien par-dessus le marché. Le dernier soir, nous étions assis en silence devant le feu après une longue conversation, et Guenièvre caressait Bercelet entre les yeux, son endroit de prédilection, c'est-à-dire l'endroit qu'il préférait, lorsque j'osais lui parler. Je lui pris la main et la retournai dans la mienne. La première chose que j'ai aimée en vous, ce sont vos doigts, dis-je. Et moi, ce sont vos yeux, répondit-elle. Et elle se détourna, soudain silencieuse. Que se passe-t-il? Demandai-je. Elle soupira. Je désire être votre femme, Arthur, dit-elle. Mais je n'ai pas envie de jouer le rôle de reine. Je sais que c'est mon devoir, comme vous devez jouer votre rôle de roi, mais je souhaiterais qu'il en soit autrement. J'ai peur que nous apprenions à jouer nos rôles tellement bien que nous finirons par oublier nos véritables personnalités et par nous oublier l'un l'autre. Elle posa sa main sur ma joue et m'embrassa. Je ne vous oublierai pas, murmurai-je. Je ne vous oublierai jamais. Non, dit-elle, et elle sourit entre ses larmes. Non, je ne crois pas que cela arrivera. Le lendemain, je me levai de bon matin. Je retrouvai Merlin sur les remparts. Il regardait au loin, au-delà des marais embrumés. Tous trois chevaux cheminaient à petits pas sur le remblai, enveloppés de brume jusqu'au poitrail. Regardez ça, dit tristement Merlin. Elles sont venues, je le redoutais. Qui est-ce? Demandai-je.
Lorsque les cavalières se rapprochèrent, je remarquai que l'une d'elles tenait un enfant devant elle. Ce sont vos 3 demi-sœurs, Arthur, les filles de votre mère Ygraine et de Gorlois, son premier mari. Je vous ai déjà parlé d'elles. Je suis persuadée qu'Hélène et Margot viennent pactiser avec vous, mais ne leur faites pas confiance. Rappelez-vous que ni Hélène ni Margot n'ont aucune raison de vous porter dans leur cœur. Elles sont peut-être vos demi-sœurs, mais elles sont également des veuves, et cela par votre faute. C'est Pélinore qui a oxy leur mari, le roi Nantes et le roi Lot, mais il les combattait en votre nom. Soyez prudents, extrêmement prudents. C'est Pélinore qui a oxy leur mari, oxy ici signifie tuer. La troisième doit donc être Morgane, la Benjamine, celle qu'on appelle la fée. Les paupières de Merlin se plissèrent, et il fut pris d'un tel tremblement qu'il dut s'appuyer contre le rempart pour ne pas tomber. J'espérais ne jamais la voir à Camelot, dit-il. De tous les êtres qui peuplent la terre, c'est le plus dangereux pour vous. Bien qu'elle ressemble à un ange, c'est le diable en personne, et elle possède tous ses pouvoirs démoniaques, des pouvoirs contre lesquels je ne peux plus lutter. J'y serais peut-être parvenue autrefois quand j'étais jeune, mais plus maintenant, car mes propres pouvoirs déclinent. J'ai parfois l'impression qu'ils sont presque éteints. Méfiez-vous d'elle, Arthur, méfiez-vous, croyez-moi. Elle voudrait s'approprier votre royaume, et si elle n'y parvient pas, elle fera tout son possible pour le détruire, et vous avec. Qui est l'enfant ? demandai-je. Mais Merlin ne semblant pas disposé à me répondre, je répétai ma question. Il vaut mieux que vous ne sachiez pas, dit Merlin, et il détourna vivement les yeux. Pas le jour de votre mariage. Je ne veux pas assombrir une si belle journée. En regardant les 3 cavalières, je me sentis soudain envahi par un effroyable pressentiment. Un pressentiment, c'est avoir le sentiment qu'un événement va se produire. Merlin, déclarai-je en m'armant de courage, vous m'avez promis un jour de ne jamais me prédire l'avenir sans que je l'ai sollicité, mais de ne pas me dissimuler la vérité si je vous la demandais. Je ne vous ai jamais interrogé sur mon sort ni sur celui du royaume, bien que je sache que vous m'auriez répondu. Je ne veux pas le connaître, car si je savais comment tout cela finira et ce qui se passera entre-temps, je n'aurais plus guère de raison de vivre ma vie. Si cet enfant doit jouer un rôle dans mon avenir, alors dites-le-moi, dites-moi au moins qui il est. Merlin hocha lentement la tête. Oui, dit-il, vous avez le droit de savoir. Tout homme a le droit de connaître son fils. Il me regarda dans les yeux. Oui, c'est votre fils. Il s'appelle Mordred. Sa mère est Margause. Elle s'est donnée à vous la nuit de Caerleon. J'essayais de vous alerter, mais vous m'avez fait sortir de la chambre, vous vous souvenez? Elle est venue vous trouver non pas de son propre chef, mais envoyée par sa sœur, la fée Morgane, afin de vous séduire. Cette nuit-là, il n'y avait pas le moindre amour pour vous dans le cœur de Margaux, Arthur, uniquement de la vengeance. Son fils est l'arme que la fée Morgane utilisera contre vous. Mais Margaux est ma demi-sœur, m'éclamai-je, incapable de croire ce que j'entendais. Mais je n'aurais pu faire une chose pareille, c'est impossible, jamais je n'aurais pu faire une chose pareille, c'est impossible. Vous ne pouviez pas le savoir, Arthur, dit Merlin, en me prenant par les épaules. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes un homme comme les autres et vous étiez ensorcelé, envoûté. La fée Morgane avait tout combiné. Mordred est votre Judas, Arthur. Un Judas, vous le savez, c'est un traître. Il vous trahira.
C'est dans ce but qu'il a été conçu, et c'est à cela qu'il consacrera sa vie. N'oubliez jamais qu'il est la créature de la fée Morgane, et que celle-ci est décidée à vous détruire. Suivez mon conseil, gardez-le auprès de vous, sous vos yeux, là où il pourra vous causer le moins de tort. C'est la meilleure solution. Elles étaient maintenant au-dessous de nous, dans la cour du château, et Margose levait les yeux vers moi en souriant, un sourire complice, un sourire sans tendresse. Je ne me rappelle pas grand-chose de la cérémonie nuptiale proprement dite. La cérémonie nuptiale, c'est-à-dire la cérémonie des noces, celle du mariage. En dehors du contact léger de la main de Guenièvre sur ma manche, lorsque nous prononcions nos vœux de fidélité devant l'archevêque. Après la bénédiction, son père, le roi Léo d'Ogrons, me conduisit dans la grande salle de Camelot, au milieu de laquelle se dressait une immense table ronde. Oui, c'était celle-là, dont chaque siège, comme vous pouvez le voir, portait en lettres d'or le nom de l'un de mes chevaliers. Mon cadeau de mariage, messire, annonça Léo de Grance. Merlin avait fabriqué cette table de ses propres mains pour votre père, le roi Utah Pendragon, et lorsque celui-ci mourut, c'est à moi qu'elle fut confiée. Aujourd'hui, la table ronde reprend la place qui est légitimement la sienne, la cour du suzerain de Bretagne. Là, autour de cette table, dit Merlin, en passant son bras autour de mes épaules, s'assiéront tous les valeureux chevaliers qui vous aideront à édifier dans ce pays, le juste et loyal royaume de l'ogre. Certains d'entre eux sont déjà ici et vous trouverez leurs noms inscrits sur leur siège. Beaucoup ne sont pas encore à vos côtés, mais je les connais. On ajoutera leurs noms lorsqu'ils se joindront à vous. L'un d'eux sera Lancelot, le fils du roi Ban de Benwick, et il ne se fera plus guère attendre. Un autre sera Perceval, le fils de Pélinore, qui n'est encore qu'un enfant. Son temps viendra également. Tous auront leur place autour de la table ronde. Je n'ai pas besoin d'en savoir davantage, Merlin, dis-je. Je les reconnaîtrai quand ils se présenteront. Il y en a un que vous ne reconnaîtrez pas, dit-il en désignant un siège. Lisez ce qui est marqué sur celui-ci. Il y a écrit danger. Pourquoi danger? Demandai-je. Parce que quiconque s'y assoirait en mourrait, sauf un. Le seul chevalier qui l'occupera jamais se présentera le jour où le Saint Graal fera son entrée à Camelot. Il sera le dernier des chevaliers de la table ronde et le meilleur de vous tous. Selon la légende, le Saint Graal est la coupe qui aurait contenu le sang de Jésus-Christ. Ne m'en dites pas plus, mon vieil ami, dis-je en posant amicalement ma main sur ses lèvres. Laissez-moi vivre l'instant présent, ce merveilleux instant, et que l'avenir se débrouille sans moi. Il viendra toujours à son heure. Merlin rit et me conduisit à ma place devant la table ronde. Après quoi chacun des chevaliers trouva le siège qui lui était destiné, tandis que leurs dames s'asseyaient au fond de la salle, sur une estrade surmontée d'un baldaquin. Et parmi elles trônait Guenièvre, ma reine et mon épouse, le visage illuminé de bonheur. Je n'aimais pas trop lever les yeux vers elle, parce qu'elle était encadrée d'un côté par Margose et de l'autre par la fée Morgane. Mais quand je le faisais, et que nos regards se croisaient, le sourire qu'elle m'adressait était de l'amour pur. Je dis était, parce que c'est ce qu'il était au début, un message d'amour et de confiance absolue, une confiance que j'avais déjà trahie. Merlin s'assit à la table ronde à côté de moi, il parla peu, et comme moi toucha à peine à sa nourriture. La tête de Bercelet reposait lourdement sur mon pied comme toujours, rappel permanent et délibéré de sa présence, destiné à s'assurer que je ne l'oubliais pas.
Ce soir-là, il mangea 3 fois plus que moi. Et pourtant, en dépit de toute la joie qui m'entourait, mon cœur était troublé. On semblait attendre tellement de choses de moi. Dans les yeux brillaient des chevaliers réunis ce jour-là, dans les yeux brillants des chevaliers réunis ce jour-là, autour de la table ronde, je lisais un espoir fervent, une volonté farouche. Il y avait Gauvin, le plus brave de tous les braves, déjà fortement éméché. Éméché signifie qu'il est saoul, qu'il a beaucoup bu. Gaëris, son frère cadet, lui faisait suite, et à côté de lui, se pavanéquaient mon frère et mon intendant, bouffis de vanité comme à l'accoutumée. Donc vanité, ici, signifie prétention. Comme à l'accoutumée signifie comme d'habitude. Venaient ensuite les frères jumeaux, Baline et Balane, puis Bédiver, Grifflet et Bord, en tout une bonne centaine. Et tous avaient tellement foi en moi. Avoir foi en quelqu'un, c'est avoir confiance en quelqu'un. Aucun d'entre eux ne doutait qu'un jour, un jour très prochain, nous transformerions ensemble ce pays en paradis. Nous bâtirions ensemble le royaume de l'ogre. Je sentais que, de toute l'assistance, je devais être le seul à en douter, et je savais maintenant qu'il n'existait qu'une seule façon de me débarrasser de mes doutes. Assis à la table ronde, je ne cessais de me répéter que mon devoir était de monter sans plus attendre dans la tour et d'étouffer le fils de Margose, mon fils, avant qu'il ne grandisse et ne puisse nous nuire à mon royaume et à moi-même. Nuire à quelqu'un signifie faire du mal à quelqu'un. Je repoussai ma chaise pour me lever, mais la main de Merlin saisit la mienne et me retint. Ce n'est pas la solution, Arthur, me dit-il. Ne vous ai-je pas appris que le mal ne peut jamais détruire le mal? Seul le bien peut y parvenir. À ce moment-là, le silence s'établit soudain dans la salle. Une femme se tenait sur le seuil. Je vis aussitôt qu'il s'agissait de Dame Nému, la dame du lac, qui avait marché sur les eaux pour m'apporter le fourreau d'Excalibur. Merlin se leva lentement, paraissant tout à coup plus vieux que je n'avais jamais pensé qu'il puisse être. Elle est venue me chercher, dit-il. Je dois la suivre, Arthur. Elle va me conduire à mon long repos. Mais je vous laisse Bercelet. Il vous consolera et veillera sur vous. Une partie de moi s'en va, une partie reste là. Soyez loyal avec vous-même, mon suzerain, et gardez toujours les yeux levés vers le ciel. Nous nous reverrons quand le temps sera venu, mais il mettra longtemps, très longtemps, à venir. Et il posa la main sur mon épaule et me quitta pour la dernière fois. Pendant qu'il marchait vers la porte, j'eus envie de l'appeler, de lui crier de revenir, de le supplier de ne pas m'abandonner. Mais le roi qui était en moi ne me le permit pas. Il s'arrêta près de Dame Nému, se retourna et s'adressa à toute l'assistance. Vous avez moins besoin de moi que je n'ai besoin de cette dame. Vous avez Arthur. Avec lui à votre tête et maintenant avec Guenièvre à ses côtés, vous allez entreprendre le long combat nécessaire pour expulser le mal de ce pays et en faire un endroit où vos enfants pourront vivre. Certains tenteront de vous diviser et de vous corrompre. De vous corrompre, c'est-à-dire d'introduire le mal en vous, de vous faire commettre de mauvaises actions. Écoutez toujours votre suzerain. Le monde n'en a jamais connu de pareil et n'en connaîtra jamais plus. Le couple ne sortit pas par la porte. Il s'évapora, comme une fumée. Ce fut la dernière fois que je vis Merlin. Bercelet voulut le suivre, mais quand il s'aperçut qu'il n'y avait plus personne à suivre, il revint s'asseoir à côté de moi, et je lui grattai la tête à l'endroit qu'il aimait bien. Il est parti, murmurai-je, et ma voix était prête à se briser. Nous voilà seuls, toi et moi. Pendant un moment après le départ de Merlin, l'atmosphère du festin parut pesante. Mais Guenièvre prit sa harpe
et dès qu'elle en pinça les cordes, la musique sembla dissiper la mélancolie. La mélancolie, c'est la tristesse. Bien que très douce, elle emplit la vaste salle et attira tous ceux qui se trouvaient dans le château. Lorsque Guenièvre eut achevé sa mélodie, la salle croula sous les applaudissements et l'ambiance retrouva toute sa gaieté. Mais mon cœur n'y participait pas. J'avais d'autres soucis en tête. Je m'esquivai discrètement et montai rapidement l'escalier en spirale du donjon. Comme je l'avais prévu, je trouvai Mordred dans l'une des petites chambres du haut. On avait poussé son lit contre la fenêtre, sur l'appui de laquelle une effraie blanche m'observait de son œil rond. Au lieu de s'envoler comme je m'y attendais, elle me fixait sans un battement de paupières. L'enfant était couché sur le dos, les yeux levés vers moi. Mon cœur ne recélait plus la moindre velléité de meurtre. Une velléité, c'est une volonté. À ce moment-là, Arthur regarde son fils Mordred et n'a plus du tout envie de le tuer comme il y avait au départ songé. Une voix s'éleva derrière mon dos. « Vous ne voudriez pas lui faire du mal ?» demanda Margose. « Non, » répondis-je. « C'est mon fils. Je ne pourrai pas. »« Il a besoin d'un père, » dit-elle. « Vous êtes son père. Permettez-lui de rester ici auprès de vous et de vous succéder sur le trône. » « Jamais, » rétorquai-je. « S'il reste ici, ce sera en tant que neveu, pas comme mon fils. C'est bien compris. Je vous préviens que si vous faites la moindre allusion à ce qui s'est passé entre nous cette nuit-là, à Caerlon, si vous laissez entendre que je suis le père de cet enfant, je ne vous le pardonnerai jamais, et ma vengeance contre vous et vos sœurs n'aura point de fin. L'enfant sera élevé ici, à Camelot, mais je ne veux plus vous revoir aussi longtemps que je vivrai, et vos sœurs pas davantage. Faites-en part à la fée Morgane, et maintenant allez-vous-en. Laissez-moi en paix. » Elle partit, et peu après Bercelet vint me chercher. La chouette entendit ses pas de velours monter l'escalier, et elle quitta l'appui de la fenêtre pour disparaître dans la nuit, en poussant un ululement menaçant. Bercelet renifla l'enfant avec un grondement sourd au fond de la gorge. Je le tirai en arrière, et nous descendîmes ensemble rejoindre la fête. J'essayais de ne pas regarder Guenièvre, car je craignais de ne pas être capable de dissimuler ma honte. Quand je finirais par m'y risquer, elle bavardait gaiement avec la fée Morgane. Celle-ci tourna alors la tête vers moi. Elle continua à rire, mais ses yeux s'emplirent de haine. Le lendemain, à la première heure, je partis chasser le cerf dans les collines. Nous n'étions que 3. Moi, Acalon, qui connaissait les chiens mieux que personne, et Urien, qui avait demandé à nous accompagner. Je ne l'avais jamais beaucoup apprécié, mais je le plaignais d'être affligé d'une épouse telle que la fée Morgane. Je ne comptais pas laisser Guenièvre seule plus d'une journée. Les chiens eurent au fait de dépister un cerf et nos chevaux les suivirent. Nous ne tardâmes pas à apercevoir le gibier, un 10 corps, qui bondissait par-dessus les rochers à bonne distance de nous. Nous le poursuivîmes avec acharnement, mais sans parvenir à nous en rapprocher. Toujours galopant, nous quittâmes les collines pour nous enfoncer dans la forêt. Nos chevaux, maintenant blancs d'écume, gémissaient d'épuisement. Celui d'Acalon fut le premier à s'écrouler, son cœur vaillant avait éclaté. Je pris Acalon en croupe, mais ma monture ne tarda pas à s'effondrer à son tour, incapable de faire un pas de plus. Là-dessus, le cheval d'Urien se coucha et mourut comme par sympathie. On entendait les chiens aboyer au loin, mais on ne les voyait plus. Nous les suivîmes à pied à travers la forêt, guidés par Acalon, et nous finîmes par déboucher dans une clairière au bord d'un lac. Là gisait le cerf, les chiens suspendus à sa gorge. Soudain, un corps retentit à quelque distance de là dans la forêt. Les chiens n'hésitèrent pas. Avant que nous ayons pu les retenir, ils avaient disparu sous les arbres en direction du son du corps, nous abandonnant au bord du lac, en dépit des cris d'Acalon, leur ordonnant de revenir. Urien me toucha l'épaule. Je me retournai sur le lac,
Un esquif glissait dans notre direction. Il accosta à quelques pas de nous comme s'il venait nous chercher. De l'endroit où nous nous trouvions, nous vîmes que son pont était couvert de coussins confortables et sa mâture tendue de voiles de soie de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez compris ici qu'il s'agit d'un petit bateau qui vient les chercher. Cependant, toutes ces splendeurs me laissaient réticent. Cette embarcation me semblait vraiment trop providentielle, trop confortable, trop parfaite, et je flairais un piège. Trop providentielle signifie qu'elle arrive à point nommé. En quelque sorte, c'est trop beau pour être vrai. Arthur s'en contente de le piéger. Je m'en détournai, mais Uriens protesta. Allons, messire, dit-il, qu'avez-vous fait de votre esprit d'aventure? Ce bateau n'est pas venu ici sans une bonne raison. Tâchons de découvrir laquelle. Autrement, nous ne la connaîtrons jamais. Il paraît tellement accueillant. Ses coussins semblent si douillets. Et comme il est vide, il ne peut pas y avoir de danger, n'est-ce pas? Il commençait à faire sombre. Nous ne serions jamais de retour à Camelot avant la nuit. J'étais trop fatiguée pour discuter et de plus, Urien avait raison, ses coussins étaient vraiment par trop tentants. Une fois embarqués, nous constatâmes qu'il n'y avait effectivement personne à bord, et nous allongeant sur les coussins, nous sentîmes l'embarcation bouger, et elle se dirigea bientôt vers le milieu du lac, gouvernée par une main invisible. Acalon rit nerveusement. Qu'est-ce qui se passe? S'écria-t-il. Qu'est-ce que cela signifie? Il parlait encore que toutes les torches fixées au flanc du bateau s'enflammèrent en même temps, donnant l'impression que le lac tout entier s'embrasait autour de nous. Nous étions encore en train de nous en émerveiller lorsque nous découvrîmes que, en fin de compte, nous n'étions pas seuls à bord. De la cale surgirent 5, 10, 12 jeunes femmes, aussi jolies les unes que les autres, car elles étaient toutes exactement semblables, pareillement vêtues de noir, avec la même chevelure sombre et la même peau blême. Sans un mot, elles nous versèrent du vin et nous servirent un repas. Et quel vin, quel repas! Pendant que nous nous restaurions, elles s'assirent et nous jouèrent de douces mélodies sur leur harpe. Aussi fatiguée par la chasse et bercée par la musique, le vin et le léger balancement du bateau, je ne tardai pas à m'endormir. Lorsque je me réveillai, il n'y avait plus ni coussin ni musique. Je n'étais pas dans un bateau, j'étais couché sur le sol humide, un cachot obscur, et en me redressant, je constatai que je n'étais pas seul. Plusieurs inconnus m'entouraient. Acalon, Urien, où sont mes amis? Pas de réponse. Où suis-je? Demandai-je. L'un des hommes finit par me répondre. Dans le château du seigneur Damas, et si vous êtes là, c'est pour la même raison que nous. Nous sommes 20 à être emprisonnés ici, certains depuis des années, et je vais vous dire pourquoi. Ce Damas a volé la part d'héritage de son frère et a accaparé tout le patrimoine. Ontzlek, le frère, ne veut pas se laisser déposséder et entend récupérer son bien par le jugement des armes, ce qui est son droit. Seulement ce Damas ne se contente pas d'être un voleur, c'est également un poltron, c'est-à-dire un lâche. Il refuse de se battre personnellement et veut que le litige soit tranché par champion interposé. Il a demandé à chacun de nous de combattre pour lui, mais nous avons tous refusé parce que nous sommes des amis d'Ontzlek et que nous savons que sa cause est juste. Pendant qu'il parlait, je m'aperçus que je n'avais plus mon ceinturon et que mon fourreau avait disparu avec lui, ainsi qu'Excalibur. Je me rappelais le bateau, je me rappelais le vin, et je compris brusquement que tout cela faisait partie de quelque machiavélique sortilège de la fée Morgane. Il ne pouvait pas en être autrement. La porte du cachot s'ouvrit, et une silhouette féminine se découpa dans le rectangle de lumière. Je fus certain d'avoir déjà vu cette femme quelque part, mais je ne pus me rappeler où. « Je suis la fille du seigneur Damas, me déclara-t-elle. Vous pouvez soit rester ici et y croupir avec ces gens jusqu'à la fin de vos jours, soit affronter aujourd'hui en champ clos, en tant que champion de mon père, le champion de mon oncle Ontzlek. Qu'est-ce que vous préférez? Un champion,
C'est un chevalier donc qui va combattre dans un champ. Je compris alors qui elle était. Même chevelure sombre, même peau blême, c'était l'une des créatures du bateau, une des sorcières de la fée Morgane. Eh bien, répondis-je en me levant et en m'époussetant, je ne vais pas passer le restant de ma vie ici. Je jouterai pour vous, mais à une condition, que je gagne ou que je perde, tous ces braves chevaliers seront libérés. Si vous ne m'en faites pas le serment, je ne combats pas. Elle s'en alla et revint quelques minutes plus tard en disant ce que j'avais espéré l'entendre dire. Mon père est d'accord. Si vous joutez pour lui, tous les chevaliers seront libérés. Mon père en fait le serment. Alors je combattrai, dis-je. Et les oreilles bourdonnantes des fervents encouragements de mes compagnons, fervents encouragements, c'est-à-dire encouragements chaleureux, je gravis derrière la file l'escalier montant vers la cour ensoleillée du château. Donc gravir un escalier signifie monter un escalier. Tout ce qu'il me fallait m'y attendait. Un cheval, une armure et une épée, mais celle-ci n'était pas Excalibur. J'étais privé de la protection de mon fourreau et des vertus d'Excalibur. Des vertus, c'est-à-dire des pouvoirs d'Excalibur. Pour vaincre un bon champion, il aurait fallu que je sois au mieux de ma forme. Or j'étais affaibli par le froid du cachot, au point de me demander si j'aurais la force de me battre. En chevauchant vers le champ clos, la visière sur mon aume baissée pour protéger mes yeux de l'éclat du soleil, je compris qu'il s'agirait d'un duel à mort, parce que si la fée Morgane était à l'origine de tout cela, et j'étais convaincu qu'elle l'était, c'était ma mort qu'elle voulait, et rien d'autre. J'allais devoir tuer ou être tué. Le champion d'Onslek m'attendait. Nous nous saluâmes de chacune des extrémités de la lice, et nous heurtâmes au milieu avec un bruit fracassant. Je me retrouvai par terre sur le dos, essayant de me relever et tout étourdi. En voyant les deux chevaux s'éloigner au galop, je compris que j'avais également désarçonné mon adversaire. Je m'en félicitai, mais mon soulagement fut de courte durée. Dès que son épée frappa la mienne, je sus que j'étais perdu. Sous la grêle de coups qui s'abattit sur moi, c'est tout juste si je parvins à rester debout tant ils étaient violents. Chacun d'eux aurait pu m'être fatal, c'est-à-dire me faire mourir. Une grêle de coups, c'est une succession de coups très violents. Mon bouclier se déchiquetait à vue d'œil. Touché au flanc, je reculai en titubant et faillis tomber. Un nouveau coup me taillada le bras. Ma main devint gluante de sang chaud et mon épée me glissa des doigts. Ramassez-la, m'ordonna le champion d'Onslek. Ramassez-la, ou je vous pourfends sur place. Pourfendre signifie tuer, bien sûr, à l'aide d'une épée, notamment ici. Il s'agit d'enfoncer une épée dans le corps de l'adversaire. Pendant qu'il s'écartait de quelques pas, son épée rougit de mon sang, j'aperçus un mouvement dans la foule et une dame s'avança. Je crus d'abord qu'elle allait me ramasser mon épée, mais elle n'en fit rien. Elle se contenta de tendre un doigt vers l'arme du champion, puis de basculer brusquement le poignet. L'épée de mon adversaire s'échappa de sa main et tomba à mes pieds. La dame se tourna alors vers moi. Nos regards se croisèrent, et je la reconnus immédiatement. C'était Dame Nému, la dame du lac. Ramassez-la, me dit-elle, cette Excalibur. Et je compris aussitôt qu'elle disait vrai. Je regardais le champion d'Onslek debout devant moi, et je reconnus mon fourreau, le fourreau d'Excalibur fixé à sa taille. Excalibur fendit l'air et trancha net le ceinturon. Le fourreau tomba à terre. Ivre de rage, le champion se pencha, ramassa l'arme qui traînait sur le sol et se jeta sur moi. Seulement maintenant, j'avais Excalibur au poing, et il ne put me tenir tête. Je l'obligeai à reculer, à battre en retraite, jusqu'au moment où je lui portai un coup qui le fit tomber à la renverse. Le cou ruisselant de sang. Je compris tout de suite qu'il était blessé à mort. Qui êtes-vous ? Murmura-t-il. Arthur. Je suis Arthur, suzerain de Bretagne,
répondis-je. Il détourna la tête et se mit à pleurer. Ô Arthur, ô mon roi, j'ai failli vous tuer, hoqueta-t-il. Et maintenant, c'est vous qui m'avez tué. Je reconnus la voix et l'homme à qui elle appartenait. C'était Acalon. Je m'agenouillai à ses côtés et lui enlevai son aume. Il s'accrocha à moi. J'ignorais que c'était vous, messire, je vous le jure. J'en suis sûr, Acalon, dis-je. Mais comment êtes-vous entré en possession d'Excalibur? Par la fée Morgane? Il hocha lentement la tête. Je le savais, dis-je. Je le savais. Alors sachez également ceci, messire. J'ai aimé cette femme en secret pendant des années, sans jamais le dire à personne, pas même à elle. Mais elle l'a deviné. Elle s'est jouée de mon amour. Et avec quelle subtilité! Comment ai-je pu être aussi bête? La subtilité, c'est l'intelligence. Ne parlez pas, dis-je. Vous me raconterez cela plus tard. Je dois parler, murmura-t-il. Pour moi, il n'y aura pas de plus tard. Je me suis réveillé dans une cour inconnue, à côté d'un puits. Il parlait si bas que je dus me pencher davantage pour l'entendre. Devant moi se tenait le nain de la fée Morgane, portant Excalibur à deux mains. Il me déclara être envoyé par sa maîtresse, qui avait été grossièrement insultée par un chevalier cynique qui l'avait même menacé de lui tordre le cou. Elle me demandait de tuer cet ignoble individu, persuadée que je le ferais si je l'aimais vraiment. Il me remit Excalibur en prétendant que vous aviez prêté cette arme à sa maîtresse, et je le crus. L'armure que vous portiez n'était pas la vôtre, messire, je ne savais pas que c'était vous. Acalon me regarda en se cramponnant à moi avec ses dernières forces. Que pouvais-je faire d'autre? Donc vous avez bien compris ce qui s'est passé ici. Acalon est un ami du roi Arthur. Il fait partie des chevaliers qui l'aident à reconstruire le royaume. Acalon a été trahi par la fée Morgane. Il était amoureux d'elle secrètement. Morgane a fait croire à Acalon qu'un chevalier lui avait manqué de respect, l'avait insulté. Elle a donc demandé à Acalon de la défendre en tuant ce chevalier qui devait en fait venger son honneur. Acalon s'est donc battu contre le roi Arthur. Le roi Arthur ne portant pas son armure habituelle, Acalon n'a pas pu le reconnaître. Je reprends donc. Et sur ces mots, il ferma les yeux et mourut entre mes bras, avant que j'aie pu lui prodiguer le moindre réconfort. Une fureur aveugle effaça les douleurs que me causaient mes blessures. Encore affaibli par tout le sang que j'avais perdu, je me fis amener Damas et Hontzlek et les informai de mon verdict. Damas serait déchu de tous ses droits au profit de son frère. Les chevaliers emprisonnés dans son cachot seraient immédiatement libérés, et Damas ne recevrait aucune part du patrimoine familial car il ne méritait rien. Et que les chevaliers du cachot ramènent Acalon à Camelot, qu'ils montrent le corps à la fée Morgane afin qu'elle sache lequel d'entre nous elle a assassiné. Je les suivrai plus tard, quand j'aurai repris des forces. Qu'ils lui disent de ma part que si elle est encore là à mon retour, je veillerai à ce qu'elle périsse sur le bûcher pour expier ses crimes, et le fait qu'elle soit ma sœur n'y changera rien. Périr signifie mourir, donc périr sur le bûcher signifie être brûlée vive. Et puis, tout se mit à tournoyer dans ma tête et je m'évanouis. Je suspends ici la lecture du chapitre 4.